podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, c'est un épisode vraiment spécial, les 50 du podcast en juin 2026. J'en reviens pas encore. Plus de 200 invités. Ça a tellement transformé ma vie, ce podcast-là. C'est fou. C'est un épisode dans lequel je me livre beaucoup, que je vous en parle de ma transformation ces 5 dernières années. Puis j'ai la chance d'avoir 2 amis à moi qui m'interviewent, Laurence et Steve. Je vous en remercie beaucoup. C'est grâce à vous que ce podcast-là a plus de profondeur aussi. Donc, c'est vraiment un épisode spécial. Moi, ça a été quand même touchant aussi d'aller autant en profondeur dans mon monde. C'est la première fois que je me livre autant sur ce podcast-là parce que j'ai plus l'habitude de questionner les gens pour savoir ce que eux se passe dans leur vie, comment que leur parcours s'est passé, s'est déroulé. Puis là, on va vraiment dans les profondeurs de ma vie avec beaucoup de choses. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Restez à l'affût. Mon 2e podcast sort dans les prochains jours si c'est quelque chose qui vous intéresse, le développement personnel. J'en parle un peu aussi dans cet épisode-là. Et voilà. Donc, je vous souhaite un super épisode. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Merci aussi pour le bouche à oreille qui se fait autour de mon podcast. Hein. Je pense que bouche à oreille, c'est tellement gagnant. Puis, c'est ça. Merci encore aux invités qui viennent et qui vont venir sur le podcast, là. Vous êtes tellement hot. Donc, yes. Vive le sport. Bonne écoute. Bonsoir, mon nom est Laurence et je suis accompagnée de Steve et donc aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Jean-François Dussault qui est l'animateur du podcast Repousser les limites. C'est un podcast qui met en lumière des parcours d'athlètes, de coureurs et de personnes qui osent aller jusqu'au bout d'elles-mêmes. Jean-François est aussi coureur d'endurance et d'ultramarathon. Et récemment, il s'intéresse plutôt à la dimension mentale du dépassement, notamment à travers sa récente certification en PNL, qui est Programmation Neuro-Linguistique. Donc, c'est ça. Bonjour Jean-François, bonjour Steve. Pendant la prochaine heure, on va parler de course, de mindset, de limites physiques, de limites mentales et de transfo personnel avec Jean-François. Donc, c'est ça. Est-ce que Steve, tu veux rajouter un petit quelque chose? Ben, c'est une super présentation. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, à part qu'on va cuisiner un petit peu GF pendant la prochaine heure avec aller voir un peu d'où ça vient tout ce fun pour aller pour la course d'endurance et pour aussi le podcast. Donc, j'ai bien hâte de creuser là-dedans. Super, ben, hey, mais merci beaucoup là, d'animer ce podcast-là. Ça me fait drôle de déléguer cette animation-là, mais en même temps, c'est vraiment cool. C'est à ton tour de te faire interviewer. Alors, ben, moi, je commencerai là tout de suite par est-ce que tu voudrais te présenter? Est-ce que tu voudrais, qui est derrière le podcast Repousser les limites? Qui étais-tu avant de devenir GF de Repousser les limites? Qui j'étais avant le podcast et maintenant? Avant de commencer le podcast, qu'est-ce qui t'a parfait. donné cette idée-là de hey, je me lance dans un podcast et ce sera mon sujet. Parfait, OK. 2021, on se remet un peu dans ce mindset-là qu'on était encore en limitation de voir des gens fin de pandémie. Puis là, moi, je voulais parler avec des gens qui couraient des longues distances. Puis je me préparais à ça beaucoup dans ma tête et à la course à pied. Mais c'était plus compliqué de voir les gens. Fait que moi, je m'étais dit, je vais faire un podcast, je vais parler à des gens qui ont terminé des distances de 100 miles, qui est un peu la
distance reine, entre guillemets, sur l'ultramarathon. Je m'étais dit, peut-être que je vais faire une 12-15 épisodes, rencontrer des gens qui ont fait le Bromont Ultra, puis des longues distances comme ça de 100 mètres, puis ça va me permettre d'en avoir plus. Puis tant qu'à avoir ces discussions-là, ben, les partager avec des gens. Puis moi, ben en fait, j'ai commencé à courir Ben, ça fait 11 ans. Puis la course à pied, ça a vraiment transformé ma vie parce que j'étais comme en phase de rupture amoureuse d'entre-deux. Puis la course, ça m'a vraiment permis à me regrounder ouais, à m'apaiser. Puis ça a vraiment transformé ma vie. Je me suis lancé dans un marathon beaucoup trop rapidement avec peu d'expérience. Les erreurs du débutant. Ouais, c'est ça. Puis, je suis rentré au club de trail de Bromont aussi. Ça a été vraiment une expérience qui a transformé ma vie. Ça m'a même permis de déménager à Bromont parce que je me suis dit, wow, c'est ça mon lifestyle, là, vivre à côté des montagnes, aller courir dans le bois. Puis, je pense qu'il y a quelque chose de ressourçant pour moi. Donc, depuis ce temps-là, ça fait 11 ans que j'habite à Bromont maintenant. Puis je cours toujours en sentier. Cette année, c'est comme une année un peu charnière parce que je suis de retour en piste post-blessure. Fait que je suis inscrit à quelques courses. Puis là, je le sens que je suis plus solide qu'avant. Fait que je suis vraiment excité pour cette année-là. All right, c'est super intéressant. Super cool. Tu disais, ben moi je me sens bien dans le bois puis dans la nature, c'est ressourçant. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui était attiré vers ça ou c'est devenu quelque chose qui t'a appelé à ce moment-là, qui t'a un peu lancé l'appel? Ben en fait, moi je viens d'un petit patelin qui s'appelle Quatico, qui est tout le monde connaît ça pour la crème glacée, là, mais c'est une petite ville qui est vraiment dans le bois. Fait que quand j'étais jeune, on se faisait des forts, des cabanes dans le bois. Fait que j'ai passé beaucoup mon enfance quand même dans les bois. Puis je pense qu'il y a quelque chose de ressourçant d'aller courir dans le bois, qui est de retrouver un petit peu cette partie-là de moi qui a été pas oublié, mais qui a été moins mis de l'avant pendant 25 ans peut-être de ma vie. Donc, vraiment, je pense qu'il y a ce côté-là qui est ressourçant pour moi, vraiment, de reconnecter avec cette partie-là de moi, là. Ouais. Fait que c'est un peu ça qui t'a permis de faire la transition. Tu disais que tu as fait un marathon un peu trop rapidement, donc tu as commencé sur route. Donc, c'est un peu ce besoin de reconnecter qui t'a fait aller vers la trail. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres événements qui ont fait en sorte que t'es parti de la course sur route et aller vers la trail? Ben, en fait, oui, c'est mon entrée au club de trail de Bromont. Puis je m'étais dit, après 1 an de course, je vais faire mon premier marathon à l'automne. Sauf que là, tout le monde me parlait du Bromont Ultra, du Bromont Ultra. Là, je me suis dit, ouais, mettons que j'hypothèse, là, peut-être que je devancerais mon marathon pour faire le Bromont Ultra à l'automne parce que tout le monde du club participe au Bromont Ultra. Puis là, je voulais faire partie de la gang. Fait que là, j'ai trouvé, fin janvier, j'ai trouvé le marathon d'Ottawa qui restait de la place qui est fin mai. Je me suis dit, ben, je vais faire mon marathon, ça va être un check sur ma liste, fait que je vais pouvoir passer après ça à la course en sentier. C'était comme un passage obligé pour moi dans ce temps-là de ma vie. Puis, je me suis dit, regarde, je vais me focusser sur mon marathon, je vais faire mon 42 km, puis à l'automne, je vais faire le 55 du Bromont Ultra. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que t'es parti de pas zéro, mais t'es allé directement à la marche marathon, directement. Ben, en fait, ouais. Septembre 2023, j'ai commencé à courir. J'ai fait un 5 km en octobre. Non, c'est pas vrai. Non, en septembre, j'ai fait mon premier 5 km. Octobre, j'ai fait un 10. Fin novembre, j'ai fait un demi-marathon. Puis... Pas 2023. Ça fait juste 4, 5, 3 ans. Ça doit être plus loin que ça. 2023. Ouais, c'est ça. OK.
Non, 2013. OK. Attends un peu. OK. Non, c'est 2000. Plus de sens. Ouais, je suis mélangé parce que je suis en train de penser, puis ça fait longtemps que j'ai pas fait l'inventaire des courses que j'ai faites, mais c'est 2014 en fait. OK. 2014, les premières courses, oui, je me souviens parce que j'ai encore mon gilet de mon premier demi-marathon. Euh, Puis après ça, c'est 2015, j'ai fait le marathon d'Ottawa et Bromont Ultra à l'automne. OK. Tes Nice. premières gros événements, c'était pas n'importe quoi quand même. Ouais. Déjà, on voyait un peu de je veux repousser mes limites. Ouais, Est-ce effectivement. qu'il y avait quelque chose c'était un peu ça, hein, ton concept, là, le dépassement de soi, puis est-ce que tu avais soif de te dépasser toi à ce moment-là ou tu voulais vraiment juste faire quelque chose de gros, quelque chose de big? Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui m'attirait dans le marathon, je pense que c'est comme mythique, un peu comme distance. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui m'attirait de au moins le faire une fois pour faire un X sur ma checklist. Puis je pense qu'il y a quelque chose de. Je pense que c'est le côté mythique autour du marathon qui m'attirait. Puis il y a aussi le fait que j'ai tellement été une personne qui n'a pas fait beaucoup de sport dans ma vingtaine, trentaine. Ben, vingtaine et début trentaine, c'est-à-dire, là, que je trouvais ça cool de faire un défi carrément hors norme pour moi que ça faisait comme 12 ans qui était ben pas inactif là, j'allais au gym un peu, j'ai fait un petit peu de CrossFit, quelques affaires mais rien de sérieux. Fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, je pense dans ce commitment là en fait de OK, je vais le faire jusqu'au bout puis je vais voir qu'est-ce que ça va m'amener aussi. Puis à la fin de quand tu as franchi ta première ligne d'arrivée de ce gros événement-là, c'était Ottawa, là, Mhm. étais-tu fière? Tu t'es dit, ah, plus jamais, 2 jours après, ah oui, j'en veux d'autres, j'en veux plus? Ou qu'est-ce que ça t'a fait qu'est-ce que ça a eu comme impact par la suite, cette première grande ligne d'arrivée? Je m'en rappelle, j'étais comme sur le bord de brailler, mais j'étais comme pogné. Puis j'étais vraiment émotif, puis j'étais comme ému. Je me rappelle, j'avais des frissons sur les bras parce qu'il y a toute une ambiance à Ottawa, là. Je pense que c'est le plus gros marathon canadien, hein, au meilleur de ma connaissance. Puis j'en revenais pas, là. Je me sentais comme une rockstar, cette espèce d'ambiance-là. Puis j'en revenais pas que j'avais passé au travers, là. Fait que j'étais vraiment fier de moi. Puis c'est vrai qu'à la fin, j'avais mal, mais c'était clair dans ma tête que c'était le début de quelque chose de nouveau qui allait s'installer dans ma vie, là. Puis après ça, mettons, t'avais déjà de booker ton Bromont. Là, c'est comme un autre sport, hein. Mais est-ce que ça, tu le savais? Tu savais que c'était un autre game ou là, c'était quand même la découverte puis un autre Euh, affaire? je le savais, mais j'étais quand même très inconscient, là. Parce que, en plus, la préparation de mon marathon, je me rappelle, j'ai fait une sortie, je m'étais twisté une cheville dans le neige, j'avais eu une micro-fracture, rien de grave, mais j'étais 2, 3 semaines en arrêt, puis fait que j'ai pas eu la préparation optimale pour mon marathon, mais j'étais correct après. Puis je me rappelle qu'à l'été, j'ai commencé à avoir des points dans le genou qui étaient dus à ma bandelette. Euh, Ça, c'est un classique des nouveaux coureurs en sentier, là. Puis, je pense que c'est l'impact des descentes, probablement, qui était assez intense. Fait que là, ça a comme vraiment été compliqué. J'ai fait beaucoup de physio. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais finir par passer au travers, puis pouvoir faire le Bromont Ultra. Mais ça a quand même été laborieux, là. Ça, c'est sûr, hein. Ouais, Ben c'est oui, j'en clair, c'est doute clair. pas. Puis moi, je serais curieux de savoir, là, ton premier marathon à Ottawa, là, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Tu disais qu'à la fin, tu avais le goût de pleurer. Avant, tu avais
peut-être une blessure à la cheville, puis ça, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Ça a été le mental ou le physique pendant le parcours? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ce marathon-là? Hey, c'est une bonne question. Mais je me rappelle que moi, tout le monde me parlait du mur. Hey, tu vas frapper un mur à 30 km, 32. Puis là, je l'attendais, j'étais prêt, là. Bon, il est jamais arrivé, ce mur-là. Mais au 38e kilo, je me rappelle, j'ai vraiment eu un gros down d'énergie. J'ai failli marcher, puis je me suis dit non, 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 non. T'abandonnes pas ça, là. Fait que j'ai continué à courir vraiment en pace très tranquille, là. Mais je me suis pas permis de marcher parce que je me suis dit non, 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 je vais courir d'un bout à l'autre. Puis je commençais à avoir des crampes aussi, fait que c'était de plus en plus tough, mais je me rappelle qu'il y a les Extra Mile Team, je sais plus trop comment ça s'appelle, là. Qu'il y a comme des paisseux qui viennent te chercher puis qui te motivent. Puis là, ça m'avait tellement fait du bien de jaser avec une petite madame, là. Mhm. Se dire que, hey, c'est mon premier marathon, j'en reviens pas, je sais pas ce qui se passe. C'est le fun, ça. Puis ça m'avait vraiment comme sorti de mon petit nuage gris un peu, là, de cette souffrance-là. Je pense que c'est physiquement ça a été plus dur parce que j'étais tellement inconscient là, courir un marathon en 8 mois de course, ça avait comme pas de sens. Fait que ouais, je pense que c'est le côté physique qui était le plus challengeant vu que j'étais comme j'étais prêt là, mais c'était quand même limite là. OK. T'as l'air d'avoir un mental très fort de ce que j'entends par rapport à cette course-là. C'est pas vrai, je vais marcher, donc t'étais déjà mindé à courir tout le long. Ouais, Super. ouais. Oui, puis ça, je pense que d'avoir planté 1/3 de million d'arbres, ça m'a quand même forgé une certaine capacité à... peu importe la météo, là, il grêle aujourd'hui, mais je travaille pareil. Fait que c'était un peu comme un soldat à guerre, là. Fait que des fois, ça, de me rappeler des journées misérables de tree planting, ça m'aidait à aller au combat. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, Dans le fond, on voit déjà où est-ce que d'où ça vient ton idée de vouloir de s'intéresser aux limites, à repousser nos limites, parce que tu as repoussé les tiennes, puis ça a commencé très tôt, ça a commencé, comme tu as dit, avec des grands événements, se dépasser. Puis j'aimerais juste je sais pas si tu es d'accord, Steve, qu'on parle un peu de la genèse du podcast. Oui, absolument. Et comme ça, JF, tu vas pouvoir sûrement nous raconter d'autres histoires qui sont entrées avec repousser tes limites à toi. Donc, Mhm. tu as déjà répondu à la question pourquoi tu as décidé de créer ce podcast. Ouais. Puis après tous les épisodes que tu as fait, c'est quoi ta définition de repousser les limites? Puis est-ce qu'elle a changé au fil des épisodes? Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Premièrement, tu sais, quand j'ai commencé le podcast 2021, courir un 100 miles, ça faisait longtemps que je mettais ça sur un piédestal, puis je me disais, je vais le faire moi aussi un jour, je vais être un finisher d'un 100 miles, puis c'est sûr que peu importe ce qui arrivera, je veux finir cette distance-là un jour. Fait que je m'étais préparé dans la pandémie, ça donnait bien, j'avais plus de temps libre. Euh, Puis, fait que finalement, j'ai pas terminé la course. J'ai abandonné un peu avant la moitié du parcours. Puis, je, je m'étais quand même pas pire bien préparé physique, mais mentalement, clairement pas assez. J'ai fait quand même beaucoup d'erreurs de débutant, là. J'aurais dû avoir un coach pour ça. Bref, j'ai été un peu orgueilleux. Puis là, ça m'a quand même challengé personnellement. Mais en même temps, j'aimais tellement ça, rencontrer des gens toutes les semaines. Puis il y a quelque chose que je me suis rendu compte aussi avec le podcast, c'est que d'avoir cette place-là pour jaser avec des vrais passionnés, c'est quelque chose qui me nourrit aussi. Fait que ça à un moment donné, c'est comme devenu une routine hebdomadaire que, ben, c'est le fun, tu sais, j'en apprends ces gens. Puis l'autre chose aussi que j'ai appris, c'est que
en parlant du parcours des gens, ben, c'est un peu comme faire un coaching. Parce que je parle des choses positives que la personne a faites habituellement, puis la personne a fini, puis est souvent illuminée et en ressources. Puis là, ça, cette espèce d'échange-là, puis tu sais, c'est quelque chose qui me nourrissait aussi, puis qui était donnant-donnant positivement. Puis je me suis rendu compte que crème, ça vient nourrir quelque chose de plus grand que la course à pied pour moi. Fait qu'il y a ça qui s'est transformé au fil du podcast, puis je pense que le point marquant, c'est un ami à moi qui était, je le nommerai pas, là, mais qui était dans une phase un peu dépressive de sa vie, qui est passé sur le podcast. Puis une semaine après, sa blonde m'a écrit pour me dire que, hey, il a réécouté le podcast, il va mieux, puis il a recommencé à courir, puis hey, good job. Il a comme tout réalisé le parcours que lui a fait, puis Ah, tu sais, mon merci genre de ce que t'as fait. Puis là, moi, j'étais comme, ben, j'ai rien fait, mais finalement, non, j'ai fait quelque chose, tu sais. Je Je suis- J'ai comprends. j'ai jasé avec lui, je suis allé déterrer des souvenirs positifs, puis là, j'ai fait comme, aïe, aïe, ok, c'est malade ce qui se passe dans cette interaction-là sans que je le conscientise vraiment. Fait que mais là, il y a comme quelque chose dans cette approche-là que j'ai fait, aïe, aïe, ok, puis moi aussi, souvent, c'est quelque chose qui me nourrit parce que, tu sais, j'ai jasé, mettons, je vais donner comme exemple Denis, qui est un gars handicapé en chaise roulante, qui va à tous les jours faire sa sortie, puis, puis ça m'inspire beaucoup parce que je me dis, aïe, aïe, moi, quelle bonne défaite que j'ai pour pas aller courir aujourd'hui. Il y en a pas ben. Fait qu'il y a beaucoup d'échanges comme ça qui m'ont vraiment illuminé, je vais dire ça comme ça. Puis vraiment, au début, c'était vraiment la dynamique de parler avec des passionnés de sport, puis savoir leur évolution, leur progression, puis tout ça. Puis je me rends, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me nourrissait aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Puis moi, ben, le fait d'avoir été interviewée par toi, je peux comprendre aussi comment, tu sais, j'ai été de l'autre côté de la caméra ou de du rôle, puis je me suis effectivement sentie un peu comme ce que tu décris là, chez la personne. Donc, je peux comprendre. Donc, après, bon, ce que j'aimerais te demander, plus en lien avec ce que tu viens de dire un peu, tu as commencé à répondre à cette question-là, c'est qu'est-ce que tu observes souvent chez les gens que tu as interviewés qui accomplissent des grandes choses? Hmm. Toutes les entrevues que tu as fait. Ben, il y a vraiment un point qui est tellement commun, puis que ça va. J'ai commencé à écrire un livre, puis ça va quand même faire partie d'une partie de mon livre, ça c'est sûr, sûr, sûr. Que la motivation, c'est vraiment un étincelle. Fait que c'est comme un. Mettons la. Comment t'appelles ça? Un feu de Bengale que tu mets sur un gâteau de fête, là. Ouais, Fait que ça, ouais. ça c'est la motivation. Puis la discipline, là, c'est la petite chandelle que tu allumes. Que elle, la flamme est plus petite, mais elle se maintient. Puis que ça prend vraiment de la discipline pour accomplir des grandes choses. Puis ben, ça prend de la constance, premièrement. C'est clair, c'est le premier élément, je pense, pour faire du sport d'endurance. Puis après ça, c'est de la discipline qui s'établit. Puis la discipline, c'est tellement un mot qui est controversé parce que quand on est jeune, on se fait discipliner par nos parents, puis c'est tout le temps un mot qui a une connotation quand même un peu toxique, mais Ouais. je me suis rendu compte que ça existe, une discipline qui est saine, qui est positive, puis même qui est lumineuse, parce que euh, c'est rare des gens qui courent 6 fois par semaine qui n'ont pas une vie heureuse, puis que, bref, ça, c'est quelque chose que je remarquais souvent que
il y a vraiment moyen d'avoir une discipline saine. Puis, ben, j'ai commencé à en établir une aussi de plus en plus saine. Puis, je trouve que ça fait vraiment des bons changements, là. Cool. Cool. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment la chose que j'ai remarqué qui est le plus commune de la majorité des gens que j'ai interviewés, là. OK, c'est intéressant, super intéressant. Moi, j'ai une petite question concernant le podcast aussi. Mettons que on fait fi de tous les invités que tu as reçus qui ont tous été exceptionnels. J'ai écouté plusieurs épisodes, pas tous, malgré que ça fait peu de temps que je le connais, le podcast. Mais mettons que tu aurais un invité Dream que tu aimerais avoir sur ton podcast all over the world. Quelle personne t'aimerais interviewer? Oh my God, ça c'est la question à 200 pièces. Ouais, parce que t'en as interviewé tellement de gens inspirants, Mais mais en plus, cette semaine, c'est Coca Dona 250 miles. Puis la fille qui a gagné pour une 3e année consécutive, Rachel Entrikin, j'ai eu la Ouais. chance de parler avec l'an passé sur le podcast. Puis j'en Wow. revenais juste pas. Est-ce qu'il y a des... Hey, ça, c'est vraiment une bonne question. Ben, il y a 2 personnes que je pense qui me viennent assez spontanément. La première, c'est Mike Horn. Mike Horn, c'est un aventurier qui a fait le tour du monde. Puis il est né en Afrique, fait que il parle français. Il a un français un peu différent, là, mais tu sais, je l'ai vu en entrevue quelques fois, puis c'est quelqu'un que j'ai essayé de contacter, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai pas eu de suivi, mais c'est correct aussi. Fait que Mike Horn, ça serait vraiment une personne vraiment, vraiment inspirante que je rêverais d'avoir. Puis je trouve qu'il est vraiment une image positive aussi dans sa façon de projeter le sport, puis d'avoir une relation saine et durable. Puis c'est le genre de bonhomme que je voudrais être à 60 ans, là. Puis sinon, je pense que ça serait Kilian Jornet, parce que Kilian, qui est un des grands ambassadeurs de l'Ultra Trail, il est un des meilleurs coureurs en sentier au monde, mais il a lancé sa marque de vêtements, de sa compagnie puis tout, puis il a été longtemps la grande vedette Salomon, mais je trouve qu'il a toujours réussi à se réinventer, je pense, au cours des années. Puis son parcours, il est vraiment inspirant. Il parle français aussi. Il est né en Espagne, dans les montagnes en Cantalan. Puis, ouais, c'est vraiment un gars que je trouve super inspirant, puis qui a une approche aussi positive, vraiment saine du sport. Fait que ça serait vraiment les 2 personnes qui me viennent. Sinon, il y a clairement Courtney Dollwater, mais ça aussi, je pense que ça sera pas facile. On sait jamais, on sait jamais. non. Ça serait cool. Ah. Ben moi, je propose quelque chose. Est-ce que ça te dit de nous parler un peu plus de limite, la notion de limite? Mhm. Et là, on parle du podcast, de Ouais. comment tu as commencé, les débuts, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que un petit peu les leçons que tu en as tirées, à date, pas les leçons, mais les espèces de ce que ça t'a de quoi ça t'a nourri au fil Mhm. du temps. Mais tu as choisi de l'appeler repousser les limites. Mhm. Les Mhm. limites. Et puis pour toi, limite, repousser les limites, ça veut-tu dire les respecter ou il faut les repousser? Ouais, ça c'est une très bonne question parce que cette définition-là a beaucoup évolué au cours des années. Puis, disons plus mes années sportives de course à pied, là. Euh, Au début, j'étais beaucoup dans la quête de tout le temps en faire plus, puis tout le temps en vouloir plus, puis d'avoir une nouvelle distance. Puis il y avait vraiment quelque chose qui m'a beaucoup nourri de faire des nouvelles distances tout le temps. Puis on dirait que quand je refaisais la même distance, il n'y avait plus ce hype-là de nouveauté. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement 100% sain. Parce que finalement, il y a...
quelque chose d'un peu d'essoufflant tout le temps vouloir plus parce que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui idolise avoir 10 millions dans son compte de banque pour être heureux, ben, ça se peut qu'à un moment donné, ça devienne essoufflant. Fait que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, là, quand j'ai eu des phases de blessure aussi, 2016, j'ai fait le 80 km du Bromont Ultra. Suite à ça, parce que j'ai eu une grosse année avec beaucoup de volume, là, j'ai eu un tendon d'Achille qui a été magané pour plusieurs mois. Puis là, je me suis dit, OK, ouais, là, je pense que c'est le fun de vouloir en faire plus, mais mon corps commence à me parler, tu sais. Fait que j'ai commencé à être un petit peu plus conscient parce que je m'ennuyais aussi de courir, là. Fait que... mais en même temps, j'ai comme... C'est vrai, il y a vraiment un tiraillement en moi, pour être honnête, parce que il y a quelque chose qui est intéressant de me dépasser, d'en faire plus, mais c'est quand même satisfaisant de juste pouvoir en faire. Fait que je suis porté à dire que maintenant, il y a quand même plus de sagesse qui s'est installée dans ma vie, puis que repousser les limites, ben il y a quelque chose qui est quand même intéressant avec le mot limite parce que je me suis rendu compte en faisant de la course à pied d'endurance, que ça soit sur route, en sentier, que les limites qu'on a dans notre tête, c'est vraiment celles qu'on s'impose. Parce que avant de commencer à courir, je me rappelle le premier 5 km que j'ai fait de ma vie en secondaire 4, je pense, c'est dans le top 10 des pires moments de ma vie. Je me souviens, j'ai haï ça pour mourir, là. Puis c'est parce que le phénomène d'être ado puis d'être obligé de faire quelque chose, c'est quelque chose c'était vraiment... c'était terrible. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, quand je me suis mis à courir, c'était avec des collègues de job. On s'était dit, on va faire un 5 km pour une cause, blablabla. Bla, bla. Puis là, je me suis dit, crème, je pense que je serais capable d'en faire plus, tu sais. Puis c'est là que je me suis rendu compte que les limites, c'est vraiment une chose une métaphore qui me nourrit dans la vie aussi tous les jours parce que ça soit au travail, que ça soit n'importe quoi, si tu te dis que tu es juste capable de faire ça, ben tu vas être juste capable de faire ça. Mais si tu te dis, ah ben pourquoi pas essayer un demi-marathon puis on verra ce qui se passe, ben il y a vraiment quelque chose, moi, qui a ouvert dans mon esprit là-dedans parce que je pensais que c'était réservé à des sportifs élites ou... j'avais l'impression qu'il y avait peut-être avant de faire un marathon, dans ma tête puis dans ma conception de ce moment-là, c'était réservé à un élite ou à quelqu'un que ça fait 30 ans qu'il court ou peu importe quoi, là, mais j'avais vraiment un paquet de croyances limitantes inconscientes. Puis là, et on dirait que, bon, crème, j'ai terminé un 10 km, what's next, là? Fait qu'il y a vraiment cette expansion-là qui s'est passée. Puis je me rendais compte que crime, je suis comme mon propre ennemi moi-même parce que fait que là, puis il y a vraiment quelque chose là, qui s'est ouvert. Puis je voyais des gens au club de trail qui ont l'air de rien, mais qui courent des 60 km ou puis là, c'est quoi ces gens surhumains-là? Quand je jasais avec, je me rendais compte que tabarnouche, c'est des gens normaux, finalement, qui ont des enfants, qui ont un job, qui ont... Puis, fait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert dans le champ des possibles, puis qui a clairement transformé ma vie, là. Bon, c'est beau, ça. Moi, je serais curieux de savoir, justement, quelle limite t'as dû repousser pour commencer ce podcast-là? Oh my God! Ouais, je serais vraiment curieux. Ça, c'est une bonne question. Je me rappelle que j'avais fait une première version d'un podcast. Puis ça, c'est un flash que j'avais eu parce que je me préparais pour mon premier 100 miles du Bromont Ultra en 2021. Puis
C'est vraiment drôle. Je pense que j'ai encore ça, ces audios-là. Mais j'allais dans la montagne, puis je trouvais un spot, puis là, je prenais une pause pour manger, puis j'enregistrais un audio de 5 à 7 minutes. Mais là, t'entends le bruit du vent, c'était chaotique. Puis quand j'ai réécouté ça, j'ai fait « Ouais, je pense que peut-être je pourrais faire du mastering, tu sais, booster le son. » Puis je me suis rendu compte que ça avait pas de sens. Je voulais juste expliquer mon processus de repousser mes propres limites à... Puis à un moment donné, j'ai fait comme, non, ça... Je ferai pas ça. Je préfère interviewer des gens, là. Puis, je me rappelle qu'au début, je pense que j'avais 2 épisodes. Oui, j'avais mon épisode d'intro solo, puis j'avais mon épisode avec mon ami Jean-Sébastien d'enregistrer, puis je me suis dit, je vais en lancer 2 d'un coup. Fait qu'en en lançant 2, peut-être qu'il y a des gens qui écouteront pas trop mon épisode solo puis qui vont shifter à l'autre. Oh mon Dieu. Puis je me rappelle que les 48 heures avant, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Puis je pense que j'ai dormi 2 heures la veille. J'étais tellement anxieux là, de déposer ça dans l'univers parce que, bon, premièrement, c'est mon sentiment d'imposteur. Ça, c'est clairement ça. Puis de pas me sentir à la hauteur. Bon, c'est très relatif, là. Puis, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment confrontant là-dedans. Puis en même temps, ça s'est transformé avec le temps. Puis, en toute humilité, là, je pense que ça a pris une centaine d'épisodes avant de pouvoir me réécouter puis me trouver comme correct, acceptable, pas pire bon, là. Wow, quand même, 100 épisodes. Wow. Fait que, ouais, 2 ans de podcast. Mais je me rappelle qu'au début, là, Caroline, que j'étais anxieux avant de sortir ça. Puis je pense que, oui, j'étais au club de 13, le samedi d'après, j'étais même pas allé parce que j'étais trop gêné qu'il y ait du monde qui m'en parle. Fait que c'était à ce point-là. Wow. Ouais, fait que au début, là, puis je me disais, ben au pire, j'arrêterai après 3-4 épisodes, là. Puis Et nous voilà aujourd'hui. voilà, aujourd'hui, 240 Mon Dieu, quelques c'est- épisodes. Ouais. Puis, dans le fond, t'es-tu quelqu'un d'un peu plus introverti, tu dirais? Tu sais, t'es la personne qui va vers les autres, t'es la personne qui va contacter tes invités, tu leur fais, t'as un échange avec eux. Est-ce que à la base, toi, t'es plutôt extroverti, introverti? Puis est-ce que ça aussi, c'est une manière de peut-être contrer quelque chose, d'être dans la position dans laquelle tu te mets à chaque semaine? C'est vraiment une bonne question, ça. En fait, il y a vraiment quelque chose qui a évolué au cours des années. Quand j'étais au primaire, j'étais un gars clairement introverti, mais qui avait quand même une bonne joke de temps en temps, puis ça me nourrissait, je pense, quand les gens riaient d'une joke que je faisais. Mais j'étais quand même undercover, là. Moi, aller faire un exposé oral, là, c'est quelque chose qui me donnait des mal de ventre, là. Je m'en souviens. Puis, fait que ça a comme perduré secondaire. Je dirais que quand même ma vingtaine aussi, mais il y a quelque chose qui s'est ouvert un peu. Mais j'avais cette tendance-là quand même plus introverti qu'extraverti. Fait que ça, c'est sûr que ça a beaucoup évolué avec la formation de PNL et coaching, là. Ça s'est transformé. Mais le podcast aussi est là pour quelque chose. Parce qu'il y a quand même quelque chose dans comment communiquer, je pense, pour recevoir quelqu'un, là. Puis c'est sûr que je me rappelle qu'au début, j'étais vraiment plus malhabile, je pense, dans la façon de le faire, parce que j'avais mon sentiment d'imposteur. Fait que c'était comme dur pour moi de me vendre. Si je me sens pas à la hauteur, comment je réussis à vendre mon podcast pour recevoir quelqu'un? Je me rappelle que ce côté-là, j'étais dur envers moi-même, là, bref. Mais à cette heure, ben,
quand je vois que c'est compliqué la communication avec quelqu'un, ben je lâche prise parce que je me dis, si c'est compliqué communiquer avant qu'on se parle en vidéo, en personne, whatever, mais ça fonctionne pas parce qu'il faut que ça soit naturel puis go with the flow, là, tu sais. Sinon, ça va être une entrevue forcée. Je suis quand même devenu plus extraverti qu'avant, mais j'ai quand même une tendance introvertie que je suis relativement confortable là-dedans. Puis pour répondre aussi à la fin de ta question, c'est sûr que la position d'interviewer, oui, je suis upfront, je suis un petit peu de l'avant, mais c'est quand même plus mon invité que je mets de l'avant. Fait qu'il y a quand même quelque chose de confortable dans cette zone-là. Peut-être plus qu'aujourd'hui. Donc, mais je suis quand même de plus en plus ouvert, puis je pense que... en fait, je pense que j'ai de plus en plus accès à ma vulnérabilité, puis de l'assumer, en fait. Puis ça, c'est clair. Il y a clairement mon processus de PNL coaching qui a un impact là-dedans. Tous les coachings que j'ai reçus, j'ai un psychologue aussi que je consulte, une hypnothérapeute. Fait que c'est un mix de beaucoup d'expériences, mais c'est sûr que c'est clairement que le podcast m'a aidé en confiance puis en estime de soi aussi parce que les feedbacks positifs que j'ai des gens que je reçois ou des commentaires aussi. Puis tu sais, j'ai jamais voulu faire ça pour ça. Clairement pas, mais je veux dire, quand j'en ai, ben je me rends compte que j'ai quand même un impact positif. Puis comme tu sais, comme Steve qui s'est remis un peu à courir en écoutant mon podcast, ben quelqu'un qui me dit ça, là, ça me fait capoter. Là. Moi, je me dis, wow, il y a quelque chose qui me nourrit tellement quand j'entends des mots comme ça. Puis, bref, c'est clairement pas ma motivation première parce que sinon, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté, là. Mais, ouais, je pense que c'est ça, là. Ben, c'est ça, je trouve ça beau quand même. Tu sais, je peux comprendre comment ça te nourrit. Puis j'imagine que là, on peut peut-être faire un lien avec, tu sais, j'aimerais ça qu'on commence à parler de PNL. Donc, Steve Mhm. et Jean-François, vous avez suivi cette certification-là. J'imagine que Steve, tu peux peut-être introduire le sujet si tu veux, parce que moi, je sens que je vais en apprendre beaucoup. Oui, oui, absolument, absolument. Donc oui, on a fait une formation de PNL, donc un cursus de beaucoup d'heures, beaucoup de temps qui de mon côté m'a transformé beaucoup. Donc j'imagine que c'est la même chose de ton côté, Jean-François. Mhm. Donc j'aimerais ça juste que tu nous parles un peu de ce qui t'a amené à aller vers la PNL et le coaching. Très bonne question. Moi, j'ai une coach que j'ai eue, la première coach que j'ai eue, puis qui est vraiment une coach et non une psychologue. Là. Faut séparer un peu les deux océans. Là. Psychologue, c'est vraiment plus pour des pathologies, des traumas, des phobies, des choses comme ça. Puis coach, c'est vraiment plus pour un objectif positif. Puis, bref, cette coach-là avait fait une conférence, puis j'avais trouvé ça intéressant. Ça m'a comme resté dans la tête, fait que je pense 1 mois ou 2 mois après, j'ai contacté, puis elle m'a coaché. Puis j'étais vraiment intéressé parce qu'elle me parlait de programmation neurolinguistique, elle avait fait son cursus. Puis moi, j'arrivais chez nous, puis là, je faisais des recherches, je voulais tout le temps en apprendre plus là-dessus. Puis là, j'avais découvert Tony Robbins, j'avais acheté son livre, là, Le pouvoir illimité. Fait que je m'intéressais beaucoup à ça parce que, tu sais, la programmation neurolinguistique, c'est la programmation, c'est de la façon notre c'est notre cerveau, comment qu'on est programmé. Puis linguistique, c'est plus le côté communication. Fait que je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de fascinant là-dedans de comment qu'on pouvait changer nos perspectives puis améliorer aussi notre champ des possibles. Mm, ouais.
Fait que souvent, à la fin des coachings avec cette coach-là, on jasait parce que moi, j'étais vraiment curieux d'en savoir plus. Puis elle a fini par me dire à un moment donné, tu devrais aller faire ta base, JF, là, c'est un week-end. Je suis pas mal sûr que ça t'intéresserait, puis je suis sûr que tu vas triper, là. Fait qu'elle m'avait référé à une école, même à un prof spécifique. Fait que 2018, j'ai fait ma base, puis je suis tombé dans la potion magique, là. Ouais. Puis mettons, là, Ouais. pour les gens qui savent absolument pas encore de quoi qu'on parle, Ouais. admettons, là, on revient à la base, là, c'est Ouais. quoi, en mots simples, Mhm. qu'est-ce que c'est la PNL pour les gens qui ont jamais entendu parler de ça, là? Ouais, ok, parfait. En fait, c'est une analogie qui est souvent périe, puis qui est souvent partagée. C'est un peu comme notre cerveau, on pourrait faire le parallèle avec un ordinateur. Tu sais, souvent, notre cerveau va être programmé du 0 à 7 ans. Puis, c'est souvent ça qui va être notre bagage qu'on va porter dans notre vie. C'est pas juste ça, mais ça va être quand même déterminant. Fait que la façon que nos parents nous ont regardés, nous ont élevés, plein de choses comme ça. Puis, puis on peut même reculer aussi le 0 à 9 mois, c'est-à-dire le temps que tu es dans le ventre de ta mère, parce que s'il arrive un trauma ou quelque chose, ben ça peut affecter l'enfant aussi. Fait que, euh, fait que c'est beaucoup là que ça joue, mais en même temps, notre cerveau est tout le temps en pleine expansion, évolution. Mais le coaching avec la PNL, c'est vraiment plus de chercher un objectif qui est positif, spécifique et réalisable. Fait que moi, je me rappelle que mes objectifs dans ce temps-là, c'était améliorer le lien avec mon père. J'ai eu une relation un peu difficile avec lui. Puis aussi d'avoir une vie plus légère, là, plus... Fait que... Bref, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis la base, c'est quand même, t'apprends pas, t'apprends beaucoup de choses, mais c'est comme un buffet. Tu prends un petit peu de tout, ben, t'apprends pas grand-chose dans le détail. Mais j'avais trouvé ça intriguant et fascinant à la base. Ouais. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, il y avait le cercle des ressources qu'on avait à la base, puis fait que là, tu rentrais dans ta position d'excellence, qui était comme un cercle de feu, puis là, t'ancrais quelque chose. Fait que là, moi, je m'imaginais au top de ma montagne préférée à Bromont, puis là, j'étais comme dans l'espèce de lumière, puis ça me donnait de l'énergie, puis je repensais à ça, cette espèce de position d'excellence-là. Puis parfois, au quotidien, ça pouvait me rebooster quand j'en avais besoin. Fait que je me rappelle que ça a été un moment assez marquant, là. Puis ça, est-ce que tu préfères un lien avec, mettons, les limites que tu as repoussées, que tu t'es donné à toi, tes objectifs physiques grandes réalisations sportives? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce qu'il y avait un lien à faire avec ça aussi? Est-ce que ça t'a aidé à reprogrammer un peu la façon que tu te donnais tes propres limites à toi et Mhm. tes limites et tes peurs, peut-être, face à ces Ouais, ben défis-là? là, oui. Ben oui, clairement. Puis, tu sais, j'ai parlé de sentiment d'imposteur puis de pas être à la hauteur, là. Ça, c'est clairement quelque chose que j'ai travaillé beaucoup. D'avoir plus accès à ma vulnérabilité aussi. Parce que je me rappelle avant que j'étais beaucoup plus quelqu'un qui avait de la facilité à écouter que parler, tu sais, parce que j'avais comme cette peur-là de pas être à la hauteur ou d'être jugé ou de. Fait que mais oui, il y a comme vraiment un shift qu'il y a eu dans mon mindset un moment donné. C'est sûr que là, j'ai continué la formation aussi là, en 2022, puis là, ça a continué de se bonifier, là. Euh, mais oui, ça m'a clairement aidé, je pense, à me mettre moins de pression aussi, puis d'accepter qui je suis, puis de pas essayer d'être plus, mais
me rendre compte que je suis assez. Ouais. Bon, super, super. Fait que tout ce que tu dis depuis tantôt, moi, ce que je remarque, c'est encore une fois, ça a un lien avec repousser tes limites. Donc, ma question vient de là, c'est est-ce qu'on devient accro à repousser nos limites? Oh my God. Ouais, ça c'est dangereux. Puis, en fait, tu sais, pour remonter plus loin, quand je voulais tout le temps faire des nouvelles distances, puis ça, Ouais. c'était ma motivation, que je pensais qu'il était saine à une certaine époque. Euh, ouais, parce que ça devenait addictif un peu, ça. C'est clairement une addiction saine, le sport, là, on va se le dire, Ouais. mais c'est mieux que de l'héroïne, là, mais tu sais, c'est quand Ouais. disons que c'est pas nécessairement super intelligent de tout le temps augmenter les distances parce que notre corps a quand même une capacité de récupération. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était relativement un peu trop, un peu insensé, là, OK. tu sais. OK. Surtout que j'ai commencé, mettons, à courir à 32 ans. Fait que c'est pas comme si ça aurait été dans ma vie depuis 20 ans Ouais. tous les jours. Puis, fait que, ouais, il y a eu une évolution. C'était quoi déjà la question? Ben, tu sais, je parle pas juste de course, je parle d'un peu de tout parce que tu parles de qu'est-ce que tu as dû repousser pour lancer ton podcast, tu as dû repousser en PNL pour continuer le cursus et tout ça. Ouais. Donc, quand on commence à repousser nos limites, est-ce qu'on devient accro à ça, à repousser ses limites? Ah, oui, Que ce oui, soit oui, sur le plan oui. personnel, sportif, peu importe. Ouais, clairement. Clairement, mais je pense que j'ai appris à conscientiser ce qui était de plus en plus des limites saines, entre guillemets, OK. là. Ouais, oui, parce que des fois, j'avais des réflexes un peu démesurés avec la course à pied, dans le sens que, j'ai fait 80 km cette année. Ouais, je banalisais ça un peu. Ben l'an prochain, je vais me réinscrire à un autre 80, puis ça va bien aller. Mais c'est comme si je prenais ça un peu pour acquis aussi, parfois. Ça s'était passé aussi à mon deuxième marathon. Là. Je connais ça, cette distance-là, puis tout. Puis non, un marathon, faut vraiment prendre ça avec du respect. Euh, fait que, ouais, oui, puis c'est clairement, il y a carrément quelque chose de malsain de juste tout le temps en vouloir plus, là. Mais il y a eu un chiffre sur ma motivation, je dirais, qui est devenu. Il y a un équilibre qui est devenu plus extrinsèque qu'intrinsèque. Fait qu'il y a plus une motivation externe, mettons, extrinsèque, c'est avoir une médaille, terminer une nouvelle distance. Mais intrinsèque, c'est juste d'être en santé, puis d'avoir du plaisir, de me sentir vivant. Fait que je dirais qu'il y a vraiment un équilibre qui s'est replacé dans les 2 dernières années qui est plus sain à ce niveau-là. Cool. Même si la folie de courir un 100 miles est encore dans ma tête, mais ça sortira pas tant que je l'aurai pas fait, ça je le sais, mais je suis quand même plus conscient, je pense, de c'est quoi ma valeur en ce moment-là. Puis c'est quoi le vrai chemin pour s'y rendre, puis que le plaisir pour m'y rendre est essentiel et primordial. Ben, Ouais. est-ce que tu dirais que depuis que tu as adhéré, c'est pas le mot que je voudrais utiliser, que tu as découvert la PNL et que tu t'es un peu investi, je parle au début, est-ce que tu pourrais dire que ça t'a aidé à transformer ce dialogue-là intérieur avec la perception de soi face à la performance, là, repousser ses limites, en faire toujours plus dans ce sens-là. Ça l'a aidé à te stabiliser, puis à venir trouver ton équilibre, puis comment tu pourrais expliquer ça à quelqu'un qui est nouveau là-dedans, Hmm. en quoi ça vient rejoindre les deux, puis en quoi ça vient nous rééquilibrer face à ce qui se passe à l'intérieur. C'est une Un très bonne compas. question. Euh, dans le monde de la programmation neurolinguistique, on utilise une pyramide qui est les niveaux logiques. Puis pour expliquer les niveaux rapidement, puis pas rentrer trop dans la théorie, mais quand même faire
un petit peu une parenthèse là-dessus. Premier niveau en bas, c'est l'environnement. Fait que c'est dans quel événement... Mettons qu'on va parler de sport. Fait que dans quel environnement tu évolues. Après ça, deuxième niveau, c'est tes comportements. Fait que c'est quoi les comportements que tu adoptes, mettons, pour faire du sport, pour être... C'est ça. Après ça, c'est capacité. Fait que capacité, c'est le niveau de la confiance en soi. Fait que, est-ce que moi, je me sens capable de courir un marathon? C'est quoi la valeur que moi, je m'attribue? Après capacité, c'est stratégie. Steve pourrait m'aider. C'est quoi l'autre niveau après? C'est les croyances Les et croyances, stratégies. ouais. Ouais, fait que les croyances, on a beaucoup de croyances aidantes, mais on a quand même beaucoup de croyances un peu toxiques qu'on se dit dans notre discours mental, qu'on le veuille ou non. Puis souvent, ça peut venir de nos parents, même de notre entourage. Puis niveau après ça, c'est l'identité. Fait que ça, c'est l'estime de soi. Puis c'est la valeur que moi, je m'accorde. Puis je me suis rendu compte que vu que je n'étais pas à la hauteur, vu que je me disais ça, fait qu'on parle de croyances imitantes pour commencer. Fait que moi, je me disais dans ma façon de penser, ben je suis pas à la hauteur. Fait que je voulais tout le temps faire plus pour compenser pour ça. Fait que mon identité, qui est l'autre niveau au-dessus, mon estime de soi, puis la valeur que moi, je m'accordais, et ben, je réalise qu'elle n'était pas très saine. Fait que je voulais tout le temps faire plus pour compenser cette espèce de gap-là. Fait que je me disais, ben, crème, un jour, en faire plus, je vais finir par être assez. Mais finalement, j'ai carrément appris que c'est en acceptant que je suis assez que je vais arrêter d'en vouloir plus. Parce que si je connais ma valeur, si je sais la reconnaître, mais j'ai pas besoin d'en faire plus parce que je sais moi-même ma valeur que je m'accorde est assez, est juste. Donc, fait qu'il y a eu ce gros shift-là qui s'est fait, je vais dire, dans les derniers 2 ans plus spécifiquement, là. Puis, tu sais, on parle croyances limitantes, de ce que j'ai un peu fait mes recherches là, sur ce sujet-là, parce que c'est nouveau pour moi. Puis, j'essaie de relier ça avec repousser les limites. Puis là, ce que tu viens de dire, est-ce que accepter sa valeur, voir c'est pour connaître nos limites à nous, mais est-ce que ça commence par se parler, changer l'histoire qu'on se raconte? C'est un peu ça. Mhm. Comment on fait ça? Ouais, ça c'est une bonne question. Premièrement, souvent, le nerf de la guerre qu'on se rencontre dans le monde du coaching, c'est souvent les croyances parce que c'est un peu le discours interne qu'on a. Fait que si moi je me dis que bon, je suis pas assez, puis en faisant plus, ben les gens vont m'accepter. Ben, ça va être valable dans la course à pied, ça va être valable au travail, ça va être valable dans ma famille, ça va être valable dans mes amis. Fait que je vais tout le temps essayer d'en faire plus pour compenser ça. Fait que j'ai vraiment tendance à penser que ça part de là, premièrement. Mais après ça, faut apprendre à reconnaître notre valeur. Fait que ça, c'est plus le côté identitaire, estime de soi. Je suis porté à penser que ça prend un coach pour s'aider pour aller là-dedans. Mais coach, mais ça pourrait être psychologue, hypnothérapeute. Tu sais, il y a beaucoup de ressources différentes et puis qui sont complémentaires aussi, là. Tu sais, un hypnologue va travailler dans ton inconscient, fait que ça peut être un petit peu plus subtil, puis moins confrontant au début d'aller dans des zones plus inconfortables. Moi, je pense que c'est l'hypnose qui m'a aidé quand même peut-être à ouvrir un peu ce champ-là.
Fait que moi, je suis vraiment porté à penser que ça prend un coach. La confiance en soi, pas nécessairement parce que c'est beaucoup d'être dans l'action. Fait que c'est quand relativement plus facile, mais plus qu'on monte des niveaux, plus qu'on est en profondeur, je suis porté à penser que c'est plus difficile de le faire par soi-même. Mais encore là, il y a des gens qui ont des capacités à s'auto-coacher hallucinantes. Et peut-être juste écouter un livre audio, ça va changer leur vie. Mais ça reste, selon moi, une petite partie de la population, là. Fait que toi, ton rôle à la lumière de cette formation ben, que vous avez suivie, vous êtes coach en PNL. Fait Mhm. que comment que ça se passe? Comment que ça se passe avec quelqu'un, puis la personne va vous approcher avec quel type de questions? Comment que ça se passe le processus pour quelqu'un qui va se tourner vers la PNL pour changer le dialogue qu'elle a intérieurement? Hmm. Ben, ça va dépendre de l'objectif de la personne, clairement. Premièrement, c'est ça, là, c'est de former un objectif qui est mesurable, qui est positif, qui est concret, qui est réalisable, puis aussi qui est défini dans le temps. Parce que, je vais donner un exemple. Mettons que j'aurais un client qui veut avoir le travail de ses rêves, puis il sait qu'il va passer cette entrevue-là dans 3 mois. Ben là, on a comme le temps en 3 mois de mettre la table, puis placer le terrain, puis tout ça. Fait que c'est... Je vais revenir à ce que je disais un peu avec les croyances. Fait que c'est sûr que le savoir clarifier son objectif et voir c'est quoi un peu les croyances qui pourraient nuire. Avec les croyances, il y a quand même des interventions intéressantes. Les interventions, si on est en présentiel, on peut faire déplacer la personne au sol avec des ancrages physiques qu'on appelle. Puis sinon, ben, il y a la méthode un petit peu plus hypnotique, c'est-à-dire de mettre la personne dans son intérieur puis de la faire travailler avec ce qui vient spontanément. Fait que c'est ça. Puis il y a des interventions aussi au niveau identitaire. Moi, je pense que c'est ça qui a brassé beaucoup des choses, là. Euh, Ouais, fait que c'est ça, je dirais. Puis au niveau identitaire, c'est clair qu'on va toucher quelque chose de plus profond, mais je suis porté à penser qu'il faut établir la confiance entre le coach et le coaché avant de se rendre là, parce qu'il y a quand même, Mhm. tu sais, pour parler de des choses très, très, très profondes qui demandent beaucoup de vulnérabilité, ben ça prend un très bon lien de confiance. Totalement d'accord avec toi. Donc, c'est important aussi que l'objectif soit précisé et ça soit un objectif faisable. Comme si moi, je dis que je veux courir le 100 mètres en 8 secondes, c'est impossible. Donc, faut vraiment qu'on focus sur ça. Puis par la suite, ben justement, il y a plusieurs interventions, mais je pense que la relation avec le client est la clé pour être capable d'intervenir plus profondément avec le client et faire le permettre d'atteindre ses objectifs qui se fixent. Dans Mhm. l'action, évidemment, parce que plus qu'on est dans l'action, plus qu'on gagne en confiance. Puis plus qu'on gagne en confiance, ben plus que ça monte dans la pyramide. Ouais, puis il me semble que c'est 30 à 40% des résultats qui sont juste dus à la connexion entre le coach et le coaché. Puis c'est quand même beaucoup, là. C'est le un tiers des résultats sont dus à cette connexion-là. Fait qu'elle est vraiment, vraiment importante et essentielle, là. Ah, Absolument. c'est intéressant. Puis si je rajouterais juste une mini parenthèse, parce que c'est l'entrevue de JF, mais je rajouterais une mini parenthèse là-dedans, c'est que en posant les questions, nous, notre rôle, c'est de poser les questions et d'amener la personne à aller chercher elle-même toutes les qualités, toutes les ressources qu'elle a en elle pour pouvoir se mettre en action et atteindre son but.
Donc, nous, on est là comme juste pour poser les bonnes questions pour permettre à la personne de faire des prises de conscience puis réaliser qu'elle a tout pour réussir. Mhm. Ah, bon, Puis c'est pour l'imager en analogie, là, mon analogie préférée pour ça, c'est un peu comme un phare pour un bateau. Tu sais, toi, ta job de coach, c'est poser les bonnes questions pour être le phare qui vient illuminer le bateau, là. Fait que toi, il faut que tu aies trouvé est où la zone de lumière en la personne pour essayer de faire grandir ça. Puis quand que la personne est en ressources, ben là, c'est plus facile de se mettre dans l'action. Mettons un coureur là qui se dit je suis pas capable. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais lui sortir comme type d'outil, comme approche, en quoi là ton rôle il arrive, il dit ah je suis pas capable de faire ça, j'ai pas confiance. Par où tu commences? OK. Grosse question, là, je t'en fais. Bonne question. Ben non, ben c'est une Ben, ceux bonne qui veulent question. repousser leurs limites physiques, puis là, sont dans le négatif, Ouais. sont pas capables. Je Ben suis pas premièrement, capable. ben Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? ça prend un objectif. C'est pas de demande, pas de coaching. Fait que ça prend une volonté de vouloir être capable. Ouais. Puis un Ça, objectif positif aussi. c'est ça. Fait que si t'es pas capable, parfait, mais c'est quoi que tu veux au lieu? Ça serait clairement une des premières questions, là. Qu'est-ce que tu veux au lieu? Puis, ouais, non, c'est ça, vraiment, qu'est-ce que tu veux au lieu de ça? Fait que c'est les outils, mettons qu'on parle des. Toi, tu es là pour offrir des outils mentaux, Ouais, ouais, ouais. pour quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui se sent bloqué, autant, mettons, là, j'ai donné l'exemple des coureurs parce que c'est un podcast qui tourne autour du sport, ou quelqu'un qui est bloqué dans une situation familiale ou personnelle. Fait que toi, tu vas lui donner des outils pour le faire réagir intérieurement, pour qu'il puisse se raconter son histoire autrement. Est-ce que je commence à Ouais, comprendre? ouais, ouais, ouais. Oui, ben en fait, c'est vraiment de définir c'est quoi que la personne veut, premièrement. Tu sais, parce que, mettons, je suis pas capable de courir 5 km. On va essayer de le spécifier un peu, là. Mettons, je suis pas capable de courir 5 km. OK, parfait, mais en quoi ça, c'est important pour toi? Fait que, c'est-tu vraiment quelque chose qui te tient à cœur ou c'est pas vraiment quelque chose qui t'intéresse? Et ça, c'est important aussi, là. Ton niveau de motivation. Euh, faire du push aussi sur ce que Steve disait, on essaye souvent d'être en mode solution, de c'est quoi le premier petit pas que tu peux faire pour être dans l'action. Fait que, OK, je suis pas capable de courir 5 km, mais t'as-tu déjà essayé d'en faire deux? Ah ouais, OK, bon, ben, peut-être deux cette semaine, puis 2,5 la semaine prochaine, ça va être ça. Quelque chose qui est une croissance logique, plus que moi qui s'est mis à courir, là. Est-ce que tu aurais, mettons, en résumé, là, faire ça plus simple, as-tu des phrases clés qui reviennent souvent ou une question ou un exercice simple pour que la personne puisse commencer à changer son dialogue intérieur? Hmm. Des simples, efficaces clés. Euh, ben, mettons, je vais prendre. Je pense que j'ai quand même quelque chose d'intéressant avec la course à pied. Mettons là qu'on s'attarde à la météo pour aller courir. C'est quand même quelque chose on entend souvent, là. Fait que hey, aujourd'hui il pleut, ça me tente pas d'aller courir. Fait que moi, ce que je fais personnellement, ben, que j'ai moins besoin de faire qu'avant, mais que je fais quand même encore à l'occasion, mais c'est que je me connecte à la sensation positive que je vais avoir après. Fait que c'est vraiment, je me conscientise mon état de ressources, un peu comme je parlais tantôt, mon cercle. Là. Fait que je me mets comme en. Je rentre dans mon cercle de ressources, puis là, je suis comme ah, je vais me sentir bien après, je vais être fier de moi. Puis là, je pense à mon discours interne. Quand je reviens de courir, quand est-ce que je suis déçu? Jamais. Jamais.
Fait que j'essaie vraiment de me connecter à comment je vais me sentir après. Fait que comme ça, ça risque de m'aider. Puis ça, je l'utilise aussi pour faire le ménage de la salle de bain, par exemple. Ça fonctionne. Fait que, ouais, ça serait peut-être un petit truc facile comme ça que je vois, là, parce que la sensation d'accomplissement, tu sais, juste faire le ménage, là, quand c'est organisé, après, tu te sens bien, là, il y a quelque chose qui est libérateur, hein, fait que de se connecter à ça, puis d'y penser, puis le ressentir, c'est le côté des fois qui est plus difficile, mais moi, je suis quand même beaucoup dans le ressenti. Fait que moi, c'est le ressenti. Il y en a que c'est le visuel, il y en a que c'est plus l'auditif. Fait que les trois canaux sont disponibles, là. Puis mettons, je rajouterais sur ça, comment tu dirais, tu sais, en lien avec la PNL, comment tu te prépares à traverser un moment difficile? C'est quoi les trucs que tu pourrais donner dans ta spécialité pour quelqu'un qui se prépare à traverser quelque chose de difficile? Mais donne-moi un exemple d'un moment difficile pour pouvoir quantifier un peu. Mettons que admettons que je m'en vais passer une entrevue ou je m'en vais annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Hmm, Fait OK. que là, je suis en route vers un moment qui va être difficile. Je suis bloquée euh, et je sais pas comment m'y préparer. Toi, où est-ce que la PNL peut entrer en jeu pour faire sentir cette personne-là un peu plus à l'aise puis être capable de passer à travers cette situation-là avec un peu plus de confiance et sérénité? Ben, premièrement, ben, ça va être de me mettre en état de ressources moi-même. Fait que, mettons que je suis en route pour annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, là. Je vais écouter de la musique qui va quand même être positive pour moi. Fait que ça va quand même un peu alléger ça, je pense. La musique, c'est quand même assez... Sinon, tu sais, ça dépend, là, l'entrevue, je serais porté à dire que c'est plus facile pour moi que la mauvaise nouvelle, là. L'entrevue, ben, je serais porté à me dire, je vais me connecter à qui je suis, que ce que je disais tantôt, mon identité profonde, mettons. Fait qu'à qui je suis, puis si j'ai pas la job, ben, c'est parce que c'est juste pas fait pour moi. Fait que je risque peut-être de me dire ça comme discours que, regarde, je vais faire du mieux que je peux, puis sans trop forcer. Si ça marche, c'est cool. Sinon, ben, parce qu'il y a autre chose d'autre qui m'attend. Mais annoncer la mauvaise nouvelle, je serais porté à peut-être écouter de la musique que j'aime en route. Puis, sûrement un peu comme avec la course que je disais tantôt, la mauvaise météo, me connecter à comment je vais me sentir libéré après. Cette espèce de ce relâchement-là, là, les épaules qui tombent, puis de comme quand tu viens de après un massage, là, t'es comme il y a une espèce de gros poids qui vient de s'alléger, là. Fait que je pense qu'il y aurait ça, peut-être que je vois rapidement, là. Il y avait quelque chose que tu m'avais dit quand tu me l'avais expliqué la première fois brièvement. Tu m'avais dit dans chaque chose négative, dans le fond, c'est parce qu'il y a un positif. Ou si quelqu'un agit négativement envers Ah, toi, ça te l'intention fait. positive. Oui, l'intention, c'est ça, exactement. Oui. Fait qu'il y a Ouais, ça aussi. tout comportement a une intention positive en arrière. Fait que c'est sûr que on s'entend qu'il y a certaines choses, des fois que c'est plus obscur, c'est plus difficile de trouver quelque chose, mais n'empêche que tout comportement d'un humain a une intention positive. Puis oui, il y a quelque chose de quand même de je sais pas comment le dire, là, mais il y a quelque chose de rassurant peut-être que, tu sais, je veux dire, que chaque comportement a vraiment une intention positive derrière. C'est juste qu'on est toutes des personnes différentes, on a toute une carte du monde différente, on a toutes des acquis différents. Puis selon le comportement de la personne aussi, c'est selon les choix que lui a, qui lui appartient dans ce qui est
dans ce qu'il connaît puis dans ce qu'il est capable de faire pour faire un geste ou peu importe. Donc, lui, il fait au meilleur de sa connaissance. Donc, le coaching aussi aide à trouver plus de choix, plus de façons de faire qui pourraient être différentes. Comme je reviens sur la mauvaise nouvelle, c'est sûr, c'est une mauvaise nouvelle, un décès ou quelque chose comme ça peut être difficile, mais mettons une rupture amoureuse, tu t'en vas annoncer à quelqu'un que c'est terminé, ben, tu essaies de te mettre en état de justement comme que JF disait, de comment que tu vas te sentir après, parce que c'est quand même un poids énorme à porter si t'es pas bien dans une relation. Là, je fais le cas de la relation. Donc, c'est vraiment ça. Mais c'est difficile de donner des exemples at large, que je pourrais dire, parce que c'est vraiment selon la personne, comment elle se sent. Si la personne a déjà fait ça, si la personne a déjà été, mettons, annoncé une mauvaise nouvelle, ben on est capable d'aller chercher la façon qu'elle se sentait après l'avoir faite, puis donc de se calmer ou de se remettre dans ces ressources-là. Donc, ça devient plus facile à dire. Donc, ça dépend de la mauvaise nouvelle, évidemment. Là, si on va annoncer je sais pas, à notre sœur que notre mère est morte, c'est différent, je pense, mais mettons une rupture ou ben non, on quitte notre emploi, puis il faut le dire à nos patrons, ben il y a une façon de travailler avec chacun, je pense qu'on vient à travailler les émotions, la façon qu'il se sent, ce qu'il se dit, qui fait en sorte que ça devient plus léger à annoncer après cette mauvaise nouvelle-là. Ok, c'est intéressant, mais mettons je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. Euh, alors, on pourrait revenir aux exemples de la course à pied, la course entre elles, le sport, repousser ses limites au niveau des grandes réalisations sportives. Il y en a beaucoup, dont moi, là, qui font le track avant de partir, avant de partir sa montre, le track la semaine avant le marathon. Hum. Euh, à certains niveaux, là, ça dépend des personnes, ça dépend, mais qu'est-ce que la PNL pourrait apporter dans ces cas-là, admettons, le Dans un pré-événement, taper, mettons, la semaine avant un ouais, marathon. le trac, certains, c'est plus de Ouais. l'anxiété, il y en a que c'est la nervosité, fébrilité, il y en a que c'est un peu plus dans le négatif aussi, il y en a qui ont des grandes attentes, des grandes peurs. Donc, à quel niveau là tu peux venir intervenir? Ben, c'est une très bonne question. Ben, je suis porté à dire qu'on est tous des êtres humains uniques aussi. Là. Faire un peu du push sur ce que Steve disait, ça va dépendre de la personne. Mais mettons, si moi je pense à mon stress personnel une semaine avant de courir un marathon, ben, je vais essayer de faire des choses qui me font du bien. Peut-être aller à la piscine une fois avec le sauna, tu sais, ça va me changer un peu les idées, ça va un peu apaiser mon système nerveux. Fait que je suis porté à penser des choses qui nous font du bien, là, comme ça. Tu sais, ça, c'est très relatif, c'est à chacun. Là. Puis aussi, moi, je dirais peut-être d'essayer de demander à la personne ou de comprendre la raison pourquoi elle est aussi stressée. C'est quoi qui se cache en arrière de ce stress-là? C'est-tu de finir la course? C'est-tu de pas réussir son temps? C'est-tu elle était pas prête? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour être prête ou peut-être de diminuer la relation qu'elle a avec le temps qu'elle veut faire ou ben non, terminer la course absolument, d'essayer de ramener ça dans le plaisir un peu plus. Donc, ce qui fait que la personne pourrait justement peut-être être plus relaxe puis plus s'amuser, si on veut, là. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on pourrait aussi l'amener selon la personne, évidemment, puis la raison qui se cache en arrière de ce stress-là. Là. Si c'est parce que la personne ne se sent pas prête, ben, il faut voir c'est quoi qui fait en sorte qu'elle se sent pas prête. C'est parce qu'elle s'est pas assez entraînée? Est-ce que c'est parce qu'elle s'est pas bien nourrie? Etc., etc. Donc, ça varie un peu, mais j'irais dans ce sens-là, moi aussi. Mhm. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, Steve. Puis, c'est sûr que ça dépend, comme tu dis aussi, de l'objectif qu'on a. Puis, faut pas oublier que quand on a un objectif, ben, il y a un besoin puis il y a un enjeu en arrière de ça. Fait qu'il faut aller encore plus creux que ça pour savoir c'est quoi le besoin. Le besoin, est-ce que c'est je veux briser le 4 heures au marathon ou je veux le terminer avec le sourire en 4h30. Fait que ça, c'est clairement très, très, très différent comme mindset, là. Fait que, Ouais.
c'est sûr que sur la ligne de départ, ben, si on est vraiment stressé, un petit exercice de respiration peut nous ramener à nous-mêmes, puis nous Mhm. ramener à les raisons pourquoi on est là, puis pourquoi on fait ça, puis pourquoi on veut faire ça. Parce qu'en arrière, si on le fait, puis on recommence parce qu'on aime ça, malgré le fait que je suis pas sûr pour moi que j'ai aimé ça la deuxième fois, mais bon, c'est autre chose. Mais il y a une raison en arrière de ça. Donc, peut-être juste de faire une couple d'exercices de respiration ou un peu de visualisation aussi. Je sais que ça peut aider beaucoup. Donc, Mhm. ça peut pas nuire effectivement de faire ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Puis quelque chose qui aide à apaiser le stress, qui est scientifiquement prouvé aussi, c'est la cohérence cardiaque. Ouais. Fait que 5 minutes de respiration, tu prends 5 secondes pour respirer, 5 secondes pour expirer, 30 fois pendant 5 minutes, ça crée vraiment un apaisement. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer, mais c'est vrai que la respiration, même dans mon domaine, là, c'est quelque chose qui change beaucoup de choses, là. C'est un bon petit truc à donner à tout le monde. Ouais. Fait que JF, toi, t'es maintenant, ben Steve aussi, vous êtes coach en programmation neurolinguistique. Alors, une rencontre, tu fais des rencontres en ligne, en personne. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur tes prochains développements avec, à la suite à cette grande certification-là qui t'a pris beaucoup, t'as mis beaucoup d'énergie dedans. Puis Mm. félicitations d'ailleurs, je sais que c'était Merci. c'est un grand accomplissement. Merci. Ben, en fait, je vais commencer à faire des rencontres en ligne. À partir de maintenant, là, d'offrir des rencontres en fait de découverte en ligne. Puis à partir du 1er juin, je m'enligne pour avoir un local pour coacher aussi. Donc, écoute, la rencontre découverte, ça va être 20 minutes à une demi-heure maximum pour voir si le fit fonctionne. Euh, J'imagine plus pour le client que pour moi, mais ça se peut aussi que la personne m'arrive avec un objectif qui est pas dans mon cadre, là. Tu sais, quelqu'un qui est en train de guérir un trauma ou quelque chose, ben c'est pas dans les limites du coaching, c'est plus pour une pathologie pour un psychologue. Fait que bref, ouais, c'est ça. Fait qu'à partir de maintenant, du coaching en ligne, puis le plan, c'est vraiment à partir du 1er juin en présentiel aussi. Je pense que c'est... Personnellement, moi, je suis porté à croire que c'est mieux en présentiel parce qu'il y a plus d'engagement. Euh, En ligne, ça peut se faire aussi, mais il y a quand même plus de facilité à être moins vulnérable en ligne, j'ai l'impression, contrairement à personne, ben t'as pas le choix d'être 100% là. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu plus engageant dans ce processus-là, selon moi. Un peu plus authentique, t'as pas le choix d'être vrai puis d'être présent. Ouais, je comprends tout à fait. Mhm. Fait que, ben, j'ai envie de te demander, c'est quoi ta prochaine limite à repousser? Ben là, j'ai mon premier marathon en sentier qui va être mégantique à mi-juin. Fait que ça va, suite à ma fasciite plantaire, là, j'ai plus de douleur au pied quand je cours, ça va vraiment, vraiment bien. Euh, donc, ben, ma prochaine, c'est vraiment plus de regagner cette espèce de d'assurance et confiance-là, et non d'aller courir avec un espèce de programme, sous-programme en arrière-plan qui a un peu peur de se reblesser. Fait que je pense que ça va être vraiment de redévelopper de la confiance avec cette course-là. Après ça, ben j'ai un 55 km à la fin de l'été, au mois d'août. Fait que ça va être, je pense que ça va être un beau trip aussi là, au Saguenay. Fait que je pense que ça va être, premièrement, je vais explorer des courses que j'ai jamais faites. Fait que ça, il y a quelque chose qui est quand même plus magique un peu. Euh,
Puis explorer ma prochaine limite, ben là, je vais voir comment que 2026 va se passer avant d'envisager la suite. Mais le 100 miles est toujours dans ma tête, puis je pense qu'il va toujours l'être tant et aussi longtemps qu'il sera pas terminé. Fait que sky is the limit pour le futur, mais je verrais ça plus pour peut-être 2027-28, là, mais à suivre, là. Puis, OK. Est-ce que tu as envie de nous parler d'un prochain projet? On pourrait parler d'une autre limite, mais c'est pas une limite parce que je pense que Le, un le petit livre qui projet. est en train de s'écrire, Ou je sais que Steve et toi, vous êtes ensemble pour ah oui, des il y a belles ce choses projet-là qui aussi. s'en viennent. Ouais. Bon, ben là, j'ai ouvert une parenthèse, je vais juste en parler Ben un oui, peu ben oui. avant. Mais oui, je travaille sur un livre que je sais pas quand il va sortir. Il y a un bout qui a rapport au podcast. Steve a participé en plus avec moi sur un projet. Donc, c'est encore nébuleux quand ça va voir le jour, mais ça va voir le jour éventuellement parce que je veux prendre le temps de bien faire les choses. Euh, je pense que je suis rendu un pas pire podcaster, mais pour écrire, ben j'aimerais ça être vraiment fier de ce projet-là. Puis ça demande beaucoup de courage d'écrire un livre, hein, parce que une fois qu'il existe, ben il existe, hein, tu sais. Fait que je veux encore clarifier un peu aussi exactement la tangente. Fait qu'il faut que je continue à écrire plus des brouillons. Puis, mais c'est en pleine évolution. J'ai l'impression que ça va sortir en 2027. C'est ça le plan à date d'aujourd'hui. Puis le projet avec Steve, c'est un nouveau podcast. Fait que je te laisse en parler un peu, Steve. Un nouveau podcast, donc on co-animerait avec toute ton expérience de podcaster qui viendrait m'aider et me sécuriser. Parce que j'avoue que je me sens un peu comme toi dans tes 100 premiers épisodes. Mais bon, donc ça va être sur le développement personnel. On va parler de coaching, de PNL. On va essayer de rendre le mot coaching un peu plus joyeux parce que on se rend compte que le mot coaching a été beaucoup galvaudé, qui est beaucoup, entre guillemets, ridiculisé. Donc, on a quand même une solide formation je De me souviens pas 1000 combien heures. d'heures, d'environ 1000 heures, ouais. Donc, 1000 heures certifiées. Ça que Incroyable. c'est ouais, pas une formation à 22$ sur Internet, là. Mhm. On l'a tout exact. fait en présentiel en plus. Wow. Exactement, c'est ça. Donc, c'est engageant. Justement, en présentiel, c'est très engageant. Puis, on a vu beaucoup d'évolution et beaucoup d'atteinte d'objectifs chez les membres de toute la communauté, de tous nos groupes et tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'on a décidé de faire ça. C'est un projet que Jeff a amené puis que moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, de parler de développement personnel, de coaching, de PNL, puis essayer de rendre ça peut-être plus accessible ou moins, je sais pas comment le dire, moins, comment qu'on avait dit l'autre jour, le moins, Pas- Moins moins hautain ésotérique, un moins peu. hautain, Oui, ouais, ouais, moins un peu, hautain. Puis oui, il y a un côté qui a l'air ésotérique de ça. ouais, Puis c'est pas vrai parce que la PNL, c'est quand même pratique. exact, Tu sais, il y a des interventions que tu fais bouger les gens là, avec des ancrages physiques au plancher. Tu sais, c'est exact. pas... on parle pas à des chamans, là. On n'est pas là pantoute, là. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Puis, comme je disais tantôt, tu sais, on pose des questions pour que les personnes se rendent compte des capacités qu'ils ont. Mettons, je fais facilement comme ça. Donc, d'en parler, de le démystifier un peu, de parler ce qu'on fait, de notre évolution, de comment on a grandi là-dedans, si on veut. Donc, essayer de rendre ça plus accessible à tout le monde. Et moi, je dirais en plus, je sais pas si Jeff va faire le saut, mais le rendre encore plus accessible aux hommes. Moi, je pense que moi, personnellement, je fais ça comme un challenge personnel de rendre ça plus accessible aux hommes, Mhm. qui rebute un peu le côté coaching et aide du côté personnel.
Ah, c'est intéressant ça. Ben, ça fait du sens. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment intéressant. Oui, C'est puis vrai que dans... les femmes, en général, on est peut-être plus, je veux utiliser les bons mots, là, mais peut-être une sensibilité différente. Ouais. Ouais, Et ouais, ouais. oser, là, c'est la même chose pour mes classes de Pilates, comme ce que tu m'as déjà posé comme question, JF, là, les hommes qui osent pas mettre les pieds dans un local ou s'asseoir sur un reformer, Mhm. alors que la méthode a été créée par un homme, tu sais, fait que c'est bon ça, c'est bravo, très bonne idée. Mhm. Ouais, puis nous, on s'en est rendu compte aussi, puis c'est une conversation qu'on a eue souvent parce que, tu sais, au centre, là, où ce qu'on a fait notre formation, c'est quand même à peu près 80% genre féminines qui font ces formations-là. Fait que on se rend compte que, veut pas, là, nos grands-parents disaient ça, que bon, c'est un homme, ça pleure pas, puis tout ça, mais ça a quand même suivi les nouvelles générations, là. On est beaucoup plus ouvert sur la santé mentale, sur tous ces enjeux-là, cette ouverture d'esprit-là, mais il y a quand même encore des chemins à défricher, là. Ah ben, j'ai hâte d'écouter ça. Est-ce que ça va être juste vous deux? Vous allez avoir des invités? Ça va ressembler à quoi vous voulez pas dévoiler encore le Ben non, concept? on peut en parler. Ouais, ouais. Pour vrai, on veut commencer au début que ça soit juste nous deux pour avoir des Ouais. conversations sur comment nous, ça nous a transformés. Puis un peu démystifier des mots comme coaching et c'est quoi la PNL et plein de choses. Fait qu'au début, c'est sûr qu'on veut un peu asseoir ça sur nous deux, entre guillemets, c'est-à-dire peut-être une dizaine d'épisodes. On verra quand on aura fait le tour. Puis on veut y aller par quand même certaines thématiques aussi, là. Ouais. Fait que certaines thématiques, puis c'est sûr qu'éventuellement, on va avoir des invités. Mais on veut commencer ça vraiment plus une conversation vraiment juste nous deux, là. Exact, c'est ça. On veut faire ça, puis justement, on se donne un petit peu de temps pour justement trouver vraiment le chemin qu'on veut prendre, parce qu'on a plein de bonnes idées, mais on va voir. Mais oui, on aimerait avoir des invités éventuellement et espérons qu'on va être capable de faire autant d'épisodes que t'ont repoussé les limites. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à explorer là-dedans. Fait que c'est intéressant, vraiment, vraiment intéressant. J'ai bien hâte d'écouter ça. Ouais, j'ai très, très hâte. Moi, j'ai une question, Jeff. Oui. Genre de question, simili-conclusion. Mhm. Repousser ses limites, c'est pas seulement aller plus loin, mais c'est aussi. Ben, c'est aussi, je pense, aller explorer c'est quoi nos propres limites, qu'est-ce qu'on est prêt à vouloir agrandir, puis je pense que c'est à devenir une meilleure version de soi-même au travers de ça. C'est une bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est ta réponse à Ouais, toi. Comment toi ouais. tu vois ça? C'est vraiment intéressant. Puis c'est le fun de voir la personne qui est derrière ce podcast-là, qui interviewe, puis d'où est-ce qu'elle vient, puis tu sais, ton ouverture d'esprit, ta sensibilité, puis ta, t'es vraiment ouvert à l'introspection aussi. Puis ça t'amène à t'intéresser aux gens. Fait que c'était très cool comme entrevue. Steve, est-ce que tu as des questions que tu n'as Hmm. pas posées? Non, non, ça fait le tour pas mal. Je rajouterais aussi ta vulnérabilité parce que tu t'es vraiment ouvert puis tu es allé quand même dans ce qu'on connaissait pas de toi nécessairement. Donc, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Ben, merci à vous deux. C'est super apprécié aussi de vous être ouvert à cette entrevue-là parce que je pense que c'est la première fois que je fais un vrai podcast plus introspectif parce que souvent les épisodes solo, ben, je racontais ce qui s'en vient dans les prochains mois, puis des potins un peu comme ça en coulisses du podcast, mais là, on est vraiment plus en profondeur, puis je pense que c'est intéressant là.
Ouais, j'ai bien aimé ça. T'as des bonnes réponses, t'as dit des bons mots, des bonnes phrases clés, puis j'espère que les gens ça va résonner dans l'esprit des gens, c'est sûr que oui. Puis j'ai Cool. très hâte de voir votre podcast. Ça commence quand? On a annoncé ça pour juin. OK, Ouais, c'est bientôt. oui, Ça Très s'en vient. cool. Ah Ouais. ouais. ça s'en vient, ouais. Ah là là. Est-ce que vous allez faire ça en présentiel ou vous allez vous rencontrer? Comment ça va être? Vous allez faire ça un peu comme ce qu'on fait en ce moment? Probablement Zoom, je crois, pour les premiers Ouais, épisodes. Ça ouais, va pour être les... plus simple et ludique, mais on s'est dit que quand on va avoir des invités, on veut faire ça en présentiel pour aller qu'il y ait un petit peu plus de peut-être de profondeur dans cette connexion-là, puis de fait que c'est ça le plan pour le moment, ouais. Pour le moment, ouais, c'est ça. Mais en présentiel, on le laisse pas de côté. Ça nous tente de le faire ensemble aussi. Puis des fois, justement, la proximité fait en sorte que ça peut amener une dynamique différente et plus humaine, si on veut. Donc, c'est ce qu'on veut, justement, amener là, le développement personnel, c'est le côté humain. Donc, on va voir où ça va nous mener, mais on va commencer en ligne pour commencer. Mhm. Quel fun, très, très chouette. Ben, moi, j'ai passé un beau moment. C'était super intéressant. Puis j'ai très hâte d'en savoir plus, d'écouter votre nouveau podcast, puis d'écouter les prochains épisodes aussi avec tes invités, JF. Puis vraiment, j'ai adoré être intervieweuse. Interviewer mon intervieweur. Ben, La- les rôles ben, à merci, l'envers. merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Steve aussi, là. Ça fait plaisir. Merci. Merci à toi, Laurence. Tu étais bien préparé. Puis ça m'a facilité de beaucoup ma présence avec toi pour interviewer GF. Ah, c'était le fun. J'ai bien aimé ça.